sur le lien. Et voilà la petite dame. Et on a entendu le... Voilà, La petite dame. donc, voilà, donc ça, c'est le poster qu'Anne-Sophie a proposé pour cette session. Donc, Très voilà, fière. la page d'accueil en capture d'écran de l'association Mémoire et Partage. Et je vous invite à visiter leur site, le site de cette association, avec tous les événements futurs et les événements passés, tout le travail donc, de cette association et de CARPA. Donc ici, on en parle dans les médias, bien sûr. Donc l'article du New York Times qui est paru le 27-28 juin 2020, pardon, dont le titre était « Remembering a Brutal History ». Et ce qui est intéressant, et Carfa en parlera bien sûr, c'est de voir le gouffre qu'il y a entre le regard américain sur ces questions et puis le regard français. Et là, donc, vous allez voir la petite vidéo sur Carfa qui explique très bien son travail et le travail de l'association. Donc là, il faut que je clique contrôle et là. Et ça ne marche pas. C'est bien contrôle et je clique sur le lien, non, Anne-Sophie? C'est pas contrôle, c'est juste normalement si vous avez créé le lien hypertexte, vous appuyez simplement dessus, c'est tout. Pourquoi ça ne démarre pas? Ça semble chercher. Oui, et après, ça ne marche plus. Ah, je l'ai vu. Bon, Voilà. Sinon on peut démarrer. C'est bon, regardez, Carpa, elle est là. Vous la voyez? Non, moi je ne vois rien, mais peut-être les autres. Non, parfois il faut repartager la fenêtre que vous nous montrez en fait. Donc il faut que j'arrête le partage. Appuyez sur partager l'écran et choisissez. Ouais. Donc j'arrête le précédent partage et je clique sur le nouveau partage. Exact. Heureusement que vous êtes là. On est tous devenus experts en Zoom. Sauf moi, Quand comme les vous autres, pouvez voir. moi, je me sens mieux quand les autres ils ont des problèmes. Je me sens moins seule. Oui, moi je me sens très embarrassée là. Alors attendez. Bon, ben, voilà, il est là, Carpa. Et là, il faut partager, Jeanne. Repartager. Attends. Ouais. Donc, attends, déjà là, il a commencé. Donc, je vais. Et là, donc, repartager. Je ne vois pas. Partager l'écran, vous devez avoir différentes possibilités. La version PDF, PowerPoint, et puis la version… Sinon, je pense que je l'ai… Oui, mais tu ne vas pas pouvoir partager l'écran. Oui, je pense que oui. Parce que là, je suis sur la page de Brut, mais je ne sais pas comment partager. Attends, je vais essayer de voir si j'arrive à le faire. Voilà. Ouais. Vous voyez? Ouais, super. OK. Maintenant, il faut juste que je fasse… Continuité historique du phénomène du racisme. D'abord, David Gravis, armateur négrier.
qui s'enrichit grâce à la traite des Noirs, qui arme des bateaux, qui sont partis en Afrique, acheter des captifs africains pour les vendre en Amérique. Et bien de l'autre côté, vous avez Paul Broca. Il fait partie de ceux qui, au 19e siècle, ont tenté de justifier scientifiquement le racisme. Selon Paul Broca, médecin bordelais, honoré d'ailleurs à l'Université de Bordeaux par un amphithéâtre à son nom, selon Paul Broca donc, la masse de l'encéphale des Blancs étant supérieure à celle des Noirs, c'est ce qui explique que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Donc on a ici une continuité historique. Nous ne pouvons pas comprendre le racisme d'aujourd'hui si nous ne faisons pas ce recul historique. Si nous ne voyons pas que depuis le Code noir jusqu'à aujourd'hui, nous avons les mêmes techniques de brutalisation des corps des Noirs qui continuent encore d'exister. Est-ce qu'il faut changer de nom? La rue Paul Broca doit changer de nom? Pour nous, le changement de nom, la débaptisation ou bien des panneaux explicatifs, tout sauf l'indifférence. Pendant ce temps-là, ce mercredi 10 juin, 5 plaques ont été posées pour rappeler les traces de l'esclavagisme à Bordeaux dans des rues portant les noms d'anciens armateurs négriers. C'est l'une des conséquences directes du mouvement Black Lives Matter. Dénoncer les symboles du racisme sur les murs de France, c'est le combat que mène Carfa Diallo depuis plus de 20 ans. Le racisme est extrêmement présent aujourd'hui dans la société française. L'emploi des mobilisations du Black Lives Matter depuis quelques semaines le montre assez. Eh bien, il y a dans cette ville une concentration extrêmement importante de signes de ce passé qu'aucun Français ne veut plus aujourd'hui. Il y a une vingtaine de rues, de places qui honorent effectivement des personnalités dont la fortune, dont la prospérité s'est faite sur les Africains et sur leurs descendants. Vous avez aussi ici sur cette place ce qu'on appelle des mascarons créoles. Ce sont ces visages qui sont sculptés dans la pierre. Et si vous regardez un tout petit peu, celui qui est à l'extrême gauche et celui qui est à l'extrême droite me ressemblent un tout petit peu. Ce sont des visages avec des traits africains. C'était une véritable mode architecturale au XVIIIe siècle. Les Bordelais étaient très fiers de marquer dans leur pierre le souvenir de leur propriété dans les colonies, les Noirs faisant partie des biens que les Bordelais avaient. La ville de Bordeaux a eu le deuxième port négrier français. Le port négrier, ce qu'il définit, c'est le commerce triangulaire, c'est-à-dire que les bateaux quittent l'Europe, Bordeaux par exemple, vont en Afrique acheter des captifs africains à un certain nombre de chefs corrompus qui sont complices du système et vont vendre ces esclaves-là en Amérique et revenir d'Amérique avec les produits coloniaux. Ça, c'est le port négrier. Et en France, Nantes est le premier port négrier. 1700 bateaux ont quitté les rives de la Loire et ont fait le commerce triangulaire. Bordeaux est le deuxième port négrier. 500 bateaux ont quitté Bordeaux. On a à Bordeaux une bourgeoisie qui a fait sa prospérité sur le sang, la sueur des Africains et de leurs descendants. Et c'est une bourgeoisie qui a eu beaucoup de mal à reconnaître ce passé-là, à faire sa place dans les référents culturels, dans les référents politiques, en termes d'intégration et de lutte contre la discrimination. C'est une question qui a très longtemps été taboue à Bordeaux, d'autant plus que dans la traite négrière, on peut identifier qui sont les négriers, mais Bordeaux a surtout été un port colonial. Et dans le cadre du commerce colonial, c'est toute une ville qui s'enrichit. Et donc, c'est globalement d'une partie de la population qui a bénéficié de ce commerce. Et donc, il est très difficile d'identifier précisément qui a fait quoi. Et donc, il y avait une chape de plomb, une responsabilité un peu collective, une culpabilité sur la ville. Et donc, progressivement, les habitants et la municipalité ont avancé sur ces questions. Et aujourd'hui, on peut dire que le déni est levé. À l'image de la statue du marchand négrier anglais Edward Colston, renversé à Bristol, les symboles des personnages accusés de racisme sont dénoncés partout dans le monde. Il y a un aspect que nous n'avons pas suffisamment pris en compte, un aspect que ces mobilisations contre les violences policières et contre le racisme est en train de prendre en compte, c'est l'aspect de la trace et des symboles du racisme sur l'espace public. C'est fondamentalement de l'espace public qu'il faut aujourd'hui décoloniser. Des rues comme Bordeaux, ici, des villes comme Bordeaux, des villes comme Nantes, comme La Rochelle, comme Le Havre, un quartier comme Biarritz, un quartier comme la Négresse à Biarritz. Toutes ces villes françaises sont des villes aujourd'hui qui portent les traces du racisme. Pendant des décennies et des décennies, nous avons accepté que ces symboles du racisme continuent à exister dans nos vies. Eh bien, cette jeunesse française aujourd'hui, cette jeunesse du monde, elle comprend véritablement que la décolonisation, elle passe aussi par ces symboles du racisme sur les murs de nos villes. On l'a vu en Martinique. En Martinique, des jeunes militants ont déboulonné les statues de Victor Schœlcher. On l'a vu à Bristol avant-hier. Les militants ont également déboulonné la statue d'Edward Colston. On
on voit que partout, les jeunes du monde entier lèvent les yeux, regardent leurs murs, regardent les rues de leur ville et se rendent compte qu'ils n'avaient pas suffisamment regardé, qu'ils n'avaient pas suffisamment vu ces symboles du racisme, qu'ils veulent que ces symboles du racisme soient expliqués, que ces symboles du racisme soient débaptisés pour la plupart. Très bien, merci beaucoup, Jeanne et Anne-Sophie aussi, puisque ce sont les deux que j'ai le plaisir de connaître et d'accueillir à Bordeaux depuis 2 à 3 ans maintenant. Est-ce que vous m'entendez, hein? Oui. Bon, très bien. Bon, ben merci beaucoup, hein. Merci surtout Jeanne d'avoir eu cette initiative et vraiment d'avoir créé les conditions pour que cet échange se fasse. J'avoue être un peu gêné puisque je n'ai pas été très réactif, notamment dans la préparation de cette rencontre, mais je suis très heureux, très honoré de vous rencontrer toutes et tous ici et de pouvoir échanger avec vous autour de notre travail, qui est un travail donc, que nous faisons sur 2 pays essentiellement, si je peux m'exprimer ainsi. C'est d'abord la France, où notre mouvement associatif est né en 1998. Ensuite, au Sénégal, qui est mon pays d'origine. Je suis arrivé à Bordeaux il y a 24 ans maintenant pour faire des études de droit et de sciences politiques. Et les liens que Bordeaux a toujours eu avec ce pays, le Sénégal, ont fait qu'il y a eu chez moi une sensibilité particulière à cette histoire-là. Et puis après, un investissement intellectuel, un investissement militant, et puis maintenant un investissement professionnel, puisque ma première profession n'était absolument pas d'être directeur d'association ou de faire des visites de Bordeaux, ni d'être activiste. C'était plutôt de gérer les ressources humaines, de faire la formation du personnel, puisque j'ai fait des études dans ce sens. Donc l'association, comme l'a dit Jeanne, s'appelle Mémoire et Partage. C'est une association qui est basée aujourd'hui à Bordeaux, à La Rochelle, au Havre et aussi au Sénégal. Donc sur la France, nous sommes sur 3 grandes villes importantes dans l'histoire de la mondialisation française. Et donc, nous sommes présents au Sénégal depuis 2010. Les éléments que Jeanne a préparés et que nous avons vus sont des éléments importants. D'abord, effectivement, cet outil que nous avons, qui est notre site Internet d'information, de communication, de vulgarisation de notre travail. Il y a ensuite, effectivement, l'article du New York Times, qui est un article très important. Pour nous, c'est une forme de reconnaissance de ce travail, d'être à la une du New York Times. C'est quelque chose qui vient montrer un travail qui est très ancien, qui est très difficile aussi, puisque ce sont des questions qui font l'objet de beaucoup de fantasmes, de beaucoup de non-dits, de beaucoup de déni également, et qu'un média aussi sérieux que le New York Times le reprenne est pour nous quelque chose d'important. Et puis, vous avez pu voir aussi cette vidéo de Brut qui a été faite au mois de juin dernier et qui place un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Fondamentalement, notre travail, il est de faire admettre qu'on ne peut pas croire qu'il suffise en France, qu'il suffise d'avoir retiré le mot race de la Constitution française pour en supprimer les effets. Et surtout que retirer le mot race de la Constitution ne supprime absolument pas, et au contraire, le racisme institutionnel qui, lui, est imbriqué, mais vraiment extrêmement profondément dans l'imaginaire collectif. Et c'est le sens de tout ce travail dont vous avez un petit aperçu, que ce soit sur Bordeaux, sur La Rochelle, sur Le Havre, sur Nantes, que ce soit au Sénégal, mais aussi que ce soit dans ce quartier de Biarritz, comme l'a dit Jeanne, qui nous vaut un procès, une audience au tribunal qui a eu lieu la semaine dernière. Fondamentalement, c'est l'idée de dire qu'on ne peut plus se cacher derrière des grands principes que nous proclamons à la face du monde, et c'est ce que nous voyons. La France est un pays qui a pu faire
des progrès importants à l'humanité d'une manière générale, mais sur les questions liées au racisme, il y a énormément d'hypocrisie et on a toujours pensé, et en 2012-2013, vous avez pu suivre François Hollande, donc président socialiste qui arrive au pouvoir et qui décide de faire un changement constitutionnel pour enlever le mot race de la Constitution, comme s'il suffisait d'enlever ce mot pour guérir les blessures, pour guérir les imaginaires, pour soigner les imaginaires. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui un imaginaire collectif qui est totalement pollué par l'inscription, par exemple, du racisme sur les murs. Et c'est le sens du travail que nous faisons ici à Bordeaux et au-delà. Nous avons les délits de faciès qui sont très importants, c'est-à-dire que dans l'imaginaire des policiers, de ces fonctionnaires chargés de l'ordre, il y a un imaginaire, disons, racialiste, si je peux dire ça ainsi. Et cet imaginaire véhicule un ensemble de comportements qui ont été sanctionnés par des jurisprudences européennes, mais aussi qui ont été sanctionnés par des rapports des organes même officiels de l'État français qui attestent que dans la police et dans l'administration, on a encore des comportements racistes qu'on ne peut pas généraliser en disant la police est raciste, mais il y a un racisme institutionnel qui existe et c'est tout le sens du travail que nous faisons à Mémoire et Partage. Donc, fondamentalement, l'idée, c'est de dire que nos sociétés, pour qu'elles puissent respecter, pour qu'elles puissent réaliser la promesse de l'égalité entre les citoyens, sont des sociétés qui ne doivent pas faire l'économie d'un débat sur l'histoire, sur leur mémoire collective. Comment est-ce qu'on s'identifie aujourd'hui à ces populations que notre cupidité a ramenées chez nous? Et ça revient à parler de ce qui se passe même encore aujourd'hui en termes notamment d'immigration contemporaine. Donc, sur Bordeaux, où l'association est née en 1998, nous étions de jeunes étudiants qui venions d'Afrique, qui étions aussi originaires d'Afrique pour certains. Moi, je suis un enfant aussi de l'histoire française, de l'histoire coloniale française, puisque mon propre père est un ancien tirailleur sénégalais. C'est quelqu'un qui est venu se battre pour la liberté de la France et qui, pendant des décennies et des décennies, n'a pas eu la juste récompense de ce sacrifice contraint auquel le pouvoir français, la violence française la contraint, puisque comme beaucoup d'autres tirailleurs sénégalais ou africains, ce sont des gens qui n'ont pas encore de reconnaissance, puisque même pour le paiement de leur pension, ils sont soumis à une bureaucratie avec des contraintes qui, pour beaucoup, sont vraiment difficiles. Donc, je suis issu familialement de ce terreau-là. Je suis aussi né dans un bidonville, on va le dire, au Sénégal, donc sur la banlieue de Dakar, qui s'appelle Thiaroye. Et dans ce bidonville a existé et s'est créé autour d'un camp militaire. C'est un camp militaire français et ce camp militaire est connu de triste réputation pour ceux qui connaissent l'histoire coloniale française, puisque dans ce camp militaire, lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, le 1er décembre 1944, des soldats africains qui étaient venus se battre donc, aux côtés de la France vont rentrer en Afrique et ils vont réclamer le paiement de leurs soldes. Leurs soldes ne leur ont pas été donc payés. Et l'armée française va décider de fusiller donc ces tirailleurs sénégalais. C'était le 1er décembre 1944. Et moi, je suis né, j'ai grandi dans ce camp militaire, puisque mon père, après avoir été militaire français, est devenu militaire sénégalais. Et je suis allé à l'école dans ce camp. Donc, il y a une sensibilité. Et aussi, en tant que Sénégalais, la ville de Bordeaux est très liée à l'histoire du Sénégal. Le Sénégal est le premier pays où les Français commencent leur entreprise coloniale. C'est le premier pays puisque c'est la pointe la plus occidentale de l'Afrique d'une manière générale. Et le Sénégal va devenir une colonie française au XVIIe siècle, après avoir été une colonie portugaise, puisque les Portugais sont les premiers
à arriver en Afrique d'une manière générale, à commencer la traite des Noirs, l'esclavage et la colonisation. Et c'est au XVIIe siècle que les Français arrivent. Et parmi les Français, ceux qui seront les plus entreprenants, ce sont les Bordelais, qui vont créer les premières grandes villes sénégalaises, que sont Dakar, qui est la capitale actuelle, Saint-Louis, qui est l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, Saint-Louis qui porte le nom d'un roi de France. Encore une fois, un symbole de la colonisation et du racisme, parce qu'aujourd'hui encore, Saint-Louis porte le nom de Louis IX, qui était un roi de France, et c'était Gorée. Gorée, c'est l'île qui est sur l'océan, qui était une sorte d'île de transit des esclaves avant qu'ils montent sur les bateaux pour les amener en Amérique. Et puis c'est Rufisque, une autre ville. Donc ces 4 premières villes sénégalaises sont des villes françaises depuis le 19e siècle. Donc ce sont ces liens qui ont, au fur et à mesure, peut-être expliqué l'investissement personnel que j'ai eu sur cette question en créant cette organisation Mémoire et Partage dont je suis aujourd'hui le directeur, mais j'ai été président pendant longtemps puisque mes activités professionnelles, j'ai travaillé longtemps dans le domaine du sida, dans une association qui s'appelle Sida Info Service. Donc, je me suis occupé de la formation du personnel, j'ai fait de l'écoute, ça a été ma plus belle expérience professionnelle. C'était dans cette organisation qui m'a appris la relation d'aide notamment, et c'est par la suite, en 2011-2012, que j'ai décidé de me consacrer entièrement à la vie de cette association, donc Mémoire et Partage. La philosophie de notre action, c'est de faire de l'éducation populaire. C'est de répondre à l'insuffisance de l'éducation, disons, classique, d'y répondre par des outils d'éducation populaire. Et c'est vrai que dès le début, l'axe sur lequel nous avons vraiment ciblé notre action, ça a été les représentations de l'esclavage et de la traite des Noirs sur l'espace public en France. Et donc, bien sûr, nous avons commencé par Bordeaux. Bordeaux a été, vous l'avez suivi dans la petite vidéo de Brut, c'était le 2e port négrier français, mais c'est surtout le premier port colonial français. La différence, c'est que le port négrier, il vit grâce à la traite des Noirs, et Bordeaux est 2e port, derrière Nantes, puisque à Nantes, c'est 1700 bateaux, à Bordeaux, c'est 500 bateaux. Mais Bordeaux va plus s'enrichir grâce à l'esclavage, puisque Bordeaux va devenir le premier port colonial français, c'est-à-dire la ville qui va le plus s'enrichir grâce à l'esclavage. Parce que les Bordelais sont des esclavagistes. Ils ont des plantations coloniales en grand nombre, que ce soit dans les Caraïbes, à Haïti, qui était la perle des Antilles au XVIIIe siècle. Haïti appartenait aux Bordelais, que ce soit dans les petites Antilles comme la Martinique ou la Guadeloupe, mais même aux États-Unis, puisqu'on sait que la Louisiane a été française et que des Bordelais notamment sont allés avec leurs esclaves à la Nouvelle-Orléans pour faire l'esclavage. Donc c'est ça qui fait de Bordeaux, qui donne à Bordeaux cette place très particulière dans l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite et bien sûr forcément l'histoire du racisme. Parce que tout est lié pour nous. Fondamentalement, il y a un lien entre la traite, l'esclavage des Noirs, donc l'exploitation des Noirs et la justification qui a suivi. Puisque le racisme a servi d'entreprise de justification donc d'un phénomène économique, commercial de domination. Et dans toutes les conférences que nous faisons, partout dans le monde et à Bordeaux, dans les visites, nous précisons toujours à la fois le caractère global de ce système d'exploitation. Nous le précisons toujours en mettant bien en évidence les 3 formes de traite et d'esclavage que notre modernité a connues. Il y en a 3. Et d'abord, les traites intra-africaines, c'est-à-dire les formes d'exploitation à l'intérieur du continent africain, entre Noirs africains qui ont existé et qui ont été très importantes. Les Africains, les Noirs africains, comme les Européens ou comme les Arabes, avaient ce qu'on appelait une sorte d'esclavage de captivité qui existait. C'était un esclavage qui était le résultat des luttes entre les tribus, entre les royaumes. C'est la Rome antique, la Grèce antique, toutes les sociétés ont connu cette forme d'asservissement qui était une règle de la guerre, une règle politique, une règle militaire. Quand on soumettait ses adversaires, quand on triomphait d'eux, on les soumettait, on les mettait à son service. Donc, entre Noirs africains, on a cette forme
de traite et d'esclavage des Noirs, parce que l'Afrique n'est pas un continent qui est né avec la colonisation européenne. C'est un continent qui existe bien avant tout ça, avec des empires et des royaumes très développés. Donc, des systèmes de domination à l'intérieur du continent. Souvent, beaucoup qui ne veulent pas reconnaître cela pensent que c'était une terre de sauvages, de gens très gentils, pacifiques. C'est une terre où il y a eu de la violence, du pouvoir, de la compétition, avant toute forme de colonisation, parce que c'est une histoire humaine. Donc, dans toutes les conférences que nous faisons, nous posons ce principe-là d'abord, qui est qu'entre Noirs africains, cela a existé. Nous mettons aussi en évidence la forme de traite et d'esclavage des Noirs qui a été commanditée et faite par les Arabes, hein, qui a été aussi extrêmement important, qui a été très long, puisque ça a duré 14 siècles. Du 7e au 20e siècle, les Arabes ont déporté des Noirs africains, ils les ont mis en esclavage. Les premiers, d'ailleurs, Noirs africains qui viennent en Occident, en Europe, ce sont les Arabes qui les font rentrer, hein, puisque, on le sait, les Arabes ont colonisé une partie de l'Europe et ils ont amené cette culture donc, de l'esclavage des Noirs en Europe très tôt. Donc, cette traite et l'esclavage des Noirs par les Arabes est aussi important. Et puis, bien évidemment, nous parlons de la traite et de l'esclavage par les Européens qui commence au XVe siècle. Donc, nous posons toujours ces bases parce qu'elles sont très importantes. Elles permettent d'avoir une hauteur de vue sur la question, de ne pas être dans une histoire européocentrée ou occidentalocentrée, de voir le phénomène dans son angle global, parce que c'est ça qui peut expliquer que ce phénomène aujourd'hui continue par endroits d'exister. Mais nous pointons aussi les différences qu'il y a entre ces trois formes de traite et d'esclavage. Et la principale, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui encore, c'est cet héritage du racisme, hein, qui est la principale différence entre les trois formes de traite et d'esclavage. Chez les Noirs africains, chez les Arabes et chez les Européens, on a une différence qui est importante, c'est que les Européens, ils vont inventer ce qu'on appelle la race. Chez les Noirs africains, comme chez les Arabes, tout le monde peut se retrouver en esclavage. L'esclavage est le fruit d'un rapport de force économique, militaire. Tout le monde peut se retrouver en esclavage. D'ailleurs, Anne-Sophie et Jeanne, qui ont déjà fait la visite guidée le Bordeaux-Nègre, je les amène souvent dans un lieu qui était un couvent. C'est le couvent de la Merci, qui est dans le quartier Saint-Pierre à Bordeaux. Et ce couvent s'était fait une spécialité au XVIIIe siècle d'aller racheter des esclaves blancs et chrétiens et de les ramener à Bordeaux, de leur offrir la liberté. Des esclaves blancs et chrétiens détenus en esclavage par les Arabes. Parce que pour les Arabes, tout le monde, tous les païens, d'une manière générale, peuvent être mis en esclavage. Donc, ça, c'est pour dire que la différence essentielle, elle réside à ça, c'est l'invention du racisme. Et comment on invente le racisme? C'est d'abord une justification religieuse. On fait appel à Dieu et à l'Église pour justifier que ces êtres, que ces gens ne sont pas des êtres humains. Première chose. La deuxième justification donc, du racisme, elle est légale. Hein. En Europe, on vote des codes. Hein. En France, on a voté un code qui s'appelle le Code noir sous Louis XIV en 1685, qui dit que l'esclavage est quelque chose de légal. L'esclave n'est pas un être humain, c'est un bien meuble et c'est une marchandise. Et puis la troisième justification qui est très importante, c'est la justification scientifique. On demande à des scientifiques d'asseoir par la raison la normalité de l'exploitation des Noirs et des Africains. Et nous héritons de tout ça. C'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, les mentalités ont pris le temps d'absorber totalement cette idéologie. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que cette idéologie, elle est partout en Europe d'une manière générale, en France, et qu'elle a créé des complexes de supériorité chez les uns, d'infériorité chez les autres, c'est-à-dire de véritables drames que vivent certains du fait de ne pas avoir accès aux droits et aux libertés que leur État doit leur garantir. Et nous, pour faire ce travail-là, on a ciblé l'espace public et on a regardé dans l'espace public qu'est-ce qui restait de cette histoire. Et c'est comme ça qu'on a vu que sur Bordeaux, on avait des rues de négriers. Il y en a une vingtaine à Bordeaux, qu'on en avait à Nantes, à La Rochelle, au Havre. Il y en a un peu partout. Vous avez vu tout à l'heure sur le petit reportage de Brut, au mois de juin, il y a la statue d'Edward Colston
à Bristol qui a été renversé par les manifestants du Black Lives Matter. On a aux États-Unis un débat qui est très important, qui continue encore aujourd'hui autour des statuts même de Christophe Colomb, un peu partout. Donc, ce débat était important, il fallait le mener et aujourd'hui, il est en train de s'imposer sur l'espace public et dans la façon de réfléchir le racisme, puisque quelque part, quand nous sommes en but au racisme, par exemple, dans la police, à l'impunité des policiers, certains se disent, mais si on n'est pas capable de sanctionner le racisme du passé, comment est-ce qu'on peut sanctionner le racisme d'aujourd'hui? Quelque part, l'impunité de ceux qui continuent à être dans le racisme, il est protégé par cette sorte d'apologie, puisque c'est en fait ça, sur l'espace public en Europe, en Occident et même en Afrique, c'est ce que je vous dis. À Saint-Louis, au Sénégal, on a des noms. En Afrique, d'une manière générale, il y a plusieurs noms. Il y a beaucoup de noms d'anciens colonisateurs racistes qui sont sur l'espace public. Mais nous avons proposé qu'il y ait une réflexion autour de ce sujet et nous ne sommes pas seulement limités à être dans la revendication, nous avons aussi créé des outils qui aujourd'hui se font leur place dans les animations et dans l'éducation populaire. Et c'est notamment ces visites guidées que nous organisons dans les 3 villes, Bordeaux, La Rochelle et Le Havre, et qui permettent de comprendre l'impact de ce phénomène-là sur l'espace public. C'est vraiment un outil qui a permis à un plus grand nombre de personnes de comprendre cette histoire-là et de pouvoir s'éduquer, éduquer son regard, éduquer son corps aussi dans l'espace public. En quoi est-ce qu'on peut être complice sans le vouloir d'une façon de faire l'apologie de la violence et de la domination des uns sur les autres. Donc, c'est vraiment le sens le plus profond de ce travail. Et pour ce faire aussi, sur le racisme sur les murs, nous n'avons pas voulu rentrer dans cette culture très occidentale qui consistait à dire qu'il faut débaptiser, il faut enlever, il faut effacer. Notre démarche a toujours été de dire qu'il était plus efficace d'expliquer plutôt que d'enlever. Parce que en réalité, enlever, c'est mettre la poussière sous le tapis, c'est cacher les choses. Pour nous, le plus efficace, c'est de contextualiser et d'expliquer sur l'espace public. L'espace public est le seul espace démocratique que nous avons. Les musées ne sont pas des espaces démocratiques. Tout le monde ne va pas au musée parce que tout le monde n'a pas la culture nécessaire pour aller au musée. Tout le monde ne lit pas parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Par contre, l'espace public, c'est l'espace où nous sommes tous obligés d'être en interaction, de nous rencontrer. Et c'est là peut-être qu'on peut laisser une trace de notre conscience des crimes du passé. C'est une forme de réparation, une forme de solution, d'un début de solution politique aux tragédies du passé. Mais pas uniquement aux tragédies du passé, aux tragédies d'aujourd'hui, puisqu'on sait que des milliers, des millions de personnes souffrent de ne pas avoir les outils pour comprendre leur situation, pour les dépasser. Par exemple, Jeanne l'a dit tout à l'heure, cette affaire de ce quartier, la Négresse à Biarritz, c'est ce qu'on appelle le racisme misogyne, c'est-à-dire une assignation. On assigne à cette femme une identité qu'elle n'a pas, parce que la négresse, ce n'est pas une identité, c'est une assignation systémique. Et ce racisme misogyne n'est pas une parenthèse, ce n'est pas un fait divers. En France, il faut savoir qu'on a eu, en Europe d'une manière générale, on a eu l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a été traitée de singe sur l'espace public en France. Elle était ministre de la Justice. En Italie, il y a une ministre de la Justice, Cécile Kyenge, qui a également fait l'objet d'attaques racistes et misogynes en Italie sur le fait qu'elle était noire. Donc, on a quelque chose de structurant dans l'histoire européenne, dans l'actualité européenne, et quelque chose sur laquelle on hésite de trancher véritablement. Et on s'abrite derrière des artifices juridiques ou constitutionnels, comme le fait de retirer le mot race de la Constitution. C'est un débat qui montre aujourd'hui ses limites. Le président Macron, il y a quelques jours, a fait une interview à Brut, justement, et il commence lui-même. Alors, c'est un politicien,
mais il commence lui-même à admettre l'idée qu'il y ait un racisme structurel. Il commence lui-même à l'admettre. C'est pas trop tard pour l'admettre, et parce que l'admettre, c'est de se donner la possibilité de pouvoir combattre efficacement, former les policiers autrement. Jeanne en a parlé tout à l'heure, ce qu'a vécu Michel Zecler, cet homme dans les rues de Paris, c'est d'une violence incroyable, avec toutes les injures qui vont avec, parce que cette sorte de cruauté, ce sadisme à tabasser un homme parce qu'on est revêtu d'un uniforme, et aussi parce qu'on est l'objet de pulsions qui n'ont pas été travaillées, d'une formation qui n'a pas été la plus exhaustive, parce qu'on a voulu se cacher certaines choses. Donc, l'objet de notre travail, c'est cela. Et c'est aussi pour nous organiser des événements, puisqu'on a toutes ces conférences, ces visites guidées que nous organisons un peu partout en France, mais aussi des grands événements qui sont en train de devenir structurants. Par exemple, depuis 2018, nous organisons le Black History Month à Bordeaux, et au-delà, c'est le seul qui existe en France. C'est un événement qui se passe au mois de février, comme aux États-Unis. Nous avons tenu à ne pas changer le nom. Ça nous est souvent reproché parce qu'en France, vous savez qu'on est très américano-primaire, si j'allais dire. Donc, beaucoup nous ont dit, mais pourquoi vous l'appelez Black History Month? Pourquoi vous ne l'appelez pas le mois de l'histoire des Noirs? On leur dit, mais les Américains l'ont créé, ils l'ont appelé comme ça. Ayons au moins le respect de cette dénomination. Par la suite, bien évidemment, dans le fond, nous organisons cet événement en parlant de notre réalité française, bien évidemment. Mais c'est un événement qui est important. Chaque année, ça se déroule sur Bordeaux et même au-delà, et qui nous permet d'ailleurs de toucher les jeunes. La jeunesse française aujourd'hui, elle a besoin de réponses aussi à certaines questions. Et on a vu, depuis qu'on a mis en place cet événement, qu'il y a beaucoup de jeunes qui rejoignent ce mouvement-là, qui viennent participer, puisqu'ils sont aussi très influencés par la culture américaine, et ils voient comment le Black History Month aux États-Unis est important dans les milieux du sport, de l'économie. Et petit à petit, c'est un événement qui prend toute sa place dans la vie de notre association. Et pour finir, peut-être évoquer notre travail en Afrique, parce que c'est un travail pour nous qui est très essentiel, ce travail en Afrique, parce que nous avons toujours pensé, moi j'ai toujours pensé que moi je suis venu en France pensant que j'allais finir mes études et rentrer au Sénégal. Je n'étais pas dans un projet de rester en France. Seulement, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Je suis resté en France et je travaille aujourd'hui à essayer de faire évoluer la société française, à élargir la conscience. Et je me suis toujours dit que ce travail-là, il est aussi valable en Afrique. D'autant plus qu'en Afrique, la question de la traite des Noirs, de l'esclavage et du racisme est une question taboue aussi, en Afrique. Les responsabilités des Africains, des chefs africains dans ce commerce sont souvent minorées, voire totalement niées par beaucoup d'Africains. La preuve d'ailleurs, c'est qu'aucun pays africain n'avait déclaré la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Vous imaginez un continent qui a subi une saignée humaine pendant 4 siècles. Pendant 4 siècles, les hommes, les femmes, les enfants les plus valeureux, on les a arrachés. Ça a totalement déstructuré les sociétés africaines, opposé les tribus les unes contre les autres. Ça a créé des choses invraisemblables de violence à l'intérieur du continent. Et ce continent, depuis qu'il est indépendant, c'est-à-dire 1960, a totalement mis sous silence cette histoire. Totalement. Aucune reconnaissance juridique, aucune reconnaissance législative. Ce continent n'avait pas qualifié ce qu'il avait vécu. Aujourd'hui encore en Afrique, aucun pays africain ne commémore le souvenir de cette tragédie, à part le Sénégal. Et c'est là où notre association intervient, puisqu'en 2010, nous avons constaté cela et nous avons lancé une campagne en Afrique et nous avons trouvé au Sénégal une oreille attentive, puisque l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, était un panafricaniste qui était très ouvert à ces questions-là. Nous avons pu le convaincre de la nécessité de voter une loi qui déclare la traite et l'esclavage des Noirs crime contre l'humanité. Pour nous, c'est essentiel de nommer les crimes qu'on a subis, d'abord pour les Africains, mais aussi pour la diaspora africaine.
les Noirs aux États-Unis, aux Antilles. Certains, pour beaucoup, on les a éduqués dans cette idée que les Africains les ont vendus. Et c'est important pour eux que cette reconnaissance existe. C'est important que le continent puisse s'arrêter au moins une fois chaque année, les chefs d'État africains, pour commémorer. On a vu en France comment la reconnaissance était importante. En France, l'évolution la plus importante, elle s'est passée en 2001 lors du vote de la loi Taubira. Puisqu'en 2001, la France vote la loi Taubira qui déclare la traite et l'esclavage des Noirs crime contre l'humanité. Cette loi est très importante parce que dès l'instant où il y a une parole solennelle, officielle qui est posée, c'est un début de réparation avec une journée nationale de commémoration. Et c'est ça qui a encouragé toutes les initiatives dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que cette question est tabou en France. Donc, cette reconnaissance juridique est importante. Et au Sénégal, moi, je suis très fier personnellement en tant que Sénégalais d'avoir pu obtenir ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, bon, on est en Afrique, dans un continent où il y a des urgences, peut-être, des urgences sociales, économiques, politiques, qui font que c'est vraiment difficile pour les Africains, mais on continue à travailler sur ça. Et puis, on a fait aussi la même campagne en Guinée, Conakry, mais aussi au Bénin, donc où nous allons régulièrement. Et l'idée, c'est au fur et à mesure d'arriver à ce que les pays africains puissent qualifier d'abord ce crime contre l'humanité dans leur corpus, dire que c'était un crime, ensuite célébrer. Dans la célébration, c'est un début de reconnaissance, de réparation, de guérison, mais ensuite enseigner et transmettre aux générations actuelles et aux générations à venir le souvenir de cette histoire-là. Et c'est pour ça que pour nous, et je vais en finir par là, la trace est importante, et la trace de cette histoire-là, il faut absolument s'en saisir, absolument la contextualiser, l'expliquer, la partager, que ce soit l'objet d'un débat sans diabolisation et sans victimisation. Mais l'objet d'un débat, c'est quelque chose qui a existé, et c'est le travail que nous faisons aujourd'hui ici à Bordeaux et au-delà. Voilà, j'ai fini, je ne sais plus combien de temps j'ai parlé, j'étais un peu bavard, mais voilà, c'est un panorama un peu de notre travail. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Voilà, je vous écoute. Moi, j'ai une question. Donc, moi, je suis prof à Tufts, donc j'enseigne le français à des étudiants principalement américains, mais pas seulement. Et j'aimerais bien que vous m'aidiez à expliquer la différence historique aux États-Unis et les Blancs et les Noirs en France. Historiquement. Est-ce qu'on peut mute Cécilia? Hein? Faire après, là je suis occupée là. D'abord j'ai écouté un truc de la Authors Guild. Jeanne, est-ce que tu peux la mute? Ok, je vous écoute. Allez-y, Anne-Christine. Donc, aux États-Unis, depuis qu'il y a des Blancs, des Européens, il y a aussi des Noirs. Donc, les Blancs et les Noirs ont vécu ensemble ou côte à côte depuis, vivent côte à côte depuis des siècles. On n'a pas la même histoire. La plupart des Blancs n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer un Noir jusqu'à plutôt récemment dans l'histoire de France. Donc, ça a un impact énorme sur la relation entre les Blancs et les Noirs. Donc, mais pour moi, c'est difficile. Les étudiants sont très intéressés par la question, ont envie de comprendre, ont envie de savoir. Mais je ne sais pas trop par quel bout m'y prendre pour leur expliquer tout ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer quand on n'a pas 3 heures pour faire une conférence? Donc voilà, c'est ma question. Je voudrais que vous m'aidiez à faire ça. Alors, il y a bien évidemment des différences entre les histoires des deux pays, fondamentalement, puisque l'Amérique reste quand même une terre, a été une terre colonisée aussi par les Européens. Donc ça, c'est une différence qui est importante. Et c'est vrai, vous avez raison, les Blancs et les Noirs sont arrivés presque en même temps. Je te dirai quand il sera 58, Louis. Pardon? C'est Cécilia. Ah oui, voilà, elle a fait. OK. Il y a bien sûr des différences qui tiennent à l'histoire de ces deux pays qui n'est pas la même, évidemment.
Mais il y a beaucoup de similitudes aussi. Et contrairement à ce que vous pensez, les Européens et les Français notamment, par exemple, connaissent les Noirs depuis très longtemps, depuis presque aussi longtemps que les Blancs aux États-Unis connaissent les Noirs, hein, puisque l'esclavage des Noirs ne s'est pas seulement déroulé en Amérique. Il y a aussi eu ici en Europe et en France et à Bordeaux des Africains qui ont été amenés très tôt. Dès le XVIe siècle, on a des Africains qui arrivent ici en France, par exemple. À Bordeaux, on a des traces de cet esclavage, puisque la majorité de ces Noirs qui viennent, qu'on amène ici, qu'on déporte en France, en Europe, sont des esclaves. Et donc, on a aussi cette similitude qui existe, même s'il y a des différences importantes. Et la différence essentielle, c'est que aux États-Unis, les formes d'exploitation, d'esclavage ont été d'une violence incroyable, hein, qui n'est pas la même que ce que les Noirs ont connu ici en France, par exemple. Aux États-Unis, on a un phénomène qui se déroule sur plusieurs siècles. On a des plantations qui existent, donc une réglementation, une législation qui est basée sur la couleur de la peau. Et puis après, on a la ségrégation qui a suivi. En Europe, on a des phénomènes différents, hein. Les Noirs qui arrivent en Europe, en France notamment, ils font l'objet d'une réglementation spécifique aussi, hein. Par exemple, à Bordeaux, vous avez, en France d'une manière générale, vous avez une police des Noirs, hein, qui a été créée au XVIIIe siècle. Donc une police des Noirs, une sorte de réglementation pour réglementer l'entrée des Noirs en France. Voilà. Avec des prisons, hein, on appelle ça des dépôts de Noirs. Lorsque les Noirs arrivent, ici, on les met dans des sortes de prisons. Il y en a surtout de la façade atlantique, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Le Havre. On a ces dépôts de Noirs qui existent. Donc, on a des différences importantes. D'ailleurs, pour ce qui est de ce quartier, la Négresse, à Biarritz, sur lequel nous sommes aujourd'hui en campagne, ce quartier porte le nom d'une femme noire d'Haïti, de Saint-Domingue, qui vient donc dans notre région, amenée par ses maîtres. Et elle sert cette femme dans un bar, donc à Biarritz. Et en fait, puisque sa présence au 19e siècle était très exotique, ce quartier, les habitants de ce quartier commencent à dire qu'ils vont chez la négresse, quand ils vont au bar. Voilà, on va chez la négresse. Et au fur et à mesure, le nom du quartier est changé, puisque le quartier avait un nom basque. Hein. Donc, au fur et à mesure, on enlève le nom basque et puis on prend des dénominations municipales pour enlever le nom basque et pour donner à ce quartier un nom, donc le nom la négresse. Hein. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on a une présence ici de Noirs en France de très longue date, une réglementation très importante qui est basée sur la couleur de la peau qui a existé. La différence qu'il y a avec les États-Unis, c'est l'ampleur du phénomène, hein, puisque aux États-Unis, on a des plantations esclavagistes. La condition des Noirs en France n'est absolument pas la même que la condition des Noirs dans les plantations africaines. Hein, ce n'est pas la même chose. Ici, ils sont esclaves, hein, pour la plupart, mais ils ne sont pas dans des plantations avec toute la brutalité, tout le sadisme qui s'exerce sur eux. Donc, on a cette différence qui existe, qui fait que beaucoup de Français, souvent d'ailleurs, s'abritent derrière ces différences pour refuser de regarder les questions de l'histoire du racisme en disant « mais nous, on n'est pas les États-Unis », ce qui est vrai. La France, ce n'est pas les États-Unis. Pour autant, l'idéologie raciste y a laissé des traces très profondes et aujourd'hui encore, dans des faits divers extrêmement dramatiques, ça se rappelle à notre réalité. Est-ce que vous avez des articles ou des livres à recommander sur justement une sorte d'étude comparative
entre les États-Unis et la France. Ça serait très intéressant pour nous de lire ça. Oui, absolument. Il y a un travail important d'un chercheur français qui s'appelle Pape Ndiaye, P-A-P, Ndiaye, N-P-A-P, donc Pape Ndiaye, N-D-I-A-Y-E, son nom. Il est d'origine sénégalaise, hein, mais il est né, il a grandi ici en France. C'est un historien très connu qui travaille beaucoup sur cette approche comparative entre la société américaine et la société française. Et il a écrit un livre il y a quelques années de ça, mais qui est très pertinent, qui s'appelle La Condition noire, donc que je peux vous conseiller, qui peut être très pertinent sur cette approche comparative entre les histoires des deux pays et surtout sur les résonances contemporaines, hein, c'est-à-dire comment ces populations-là aujourd'hui font face aux injustices et quelles ressources ils mobilisent à la fois de l'histoire, mais aussi de l'actualité. Et c'est un livre très pertinent que vous pourriez lire et qui pourrait être intéressant. C'est le seul nom qui me vient à la tête, à l'idée comme ça, mais voilà, Pape Ndiaye peut être très intéressant en termes de ressources. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, Anne-Christine. J'ai une question, Carrefour. Merci pour cette intervention très riche, très intéressante, révélateur. C'est peut-être un détail, je ne sais pas à quel point vous connaissez, mais est-ce que vous pouvez parler un peu du triangle de l'esclavage? Parce que Tufts se trouve dans la Nouvelle-Angleterre. Moi-même, je suis de la Nouvelle-Angleterre et j'étais étonné de trouver l'implication des gens de mon pays, du Nord-Est, où il n'y avait pas d'esclavage, dans l'achat et revente des esclaves dans la Caraïbe, je pense. Est-ce que vous connaissez l'histoire un peu? Alors, pas aussi précisément, mais d'une manière générale, sur la Nouvelle-Angleterre, je ne pourrais pas être très précis hein, sur l'histoire de la Nouvelle-Angleterre en lien avec la traite et l'esclavage des Noirs. Ce que je peux dire, c'est que la construction du capitalisme européen entre le 15e et le 19e siècle est une construction qui est indissociable de la traite et de l'esclavage des Noirs. Très peu de fortunes européennes pendant cette période-là ont pu se passer de cette histoire-là et de ce commerce. Très peu. Même la Suisse qui n'a pas de colonie, même en Suisse, il y a un historien suisse qui s'appelle Hans Fassler, qui a écrit un livre qui s'appelle La Suisse esclavagiste et qui montre que les capitaux nécessaires à l'armement de bateaux, aux plantations, mais ces capitaux étaient gérés souvent par des banques suisses déjà à l'époque. Donc, on a vraiment un système mondialisé qui se met en place, des économies qui sont indissociables. À Bordeaux, on a des marchands anglais qui envoient une partie de leur famille à Bordeaux pour être leurs intermédiaires dans le commerce. Pourquoi? Parce que Bordeaux est le port le plus proche de l'Amérique, des Caraïbes. Donc, avoir un fils de quelqu'un qui est de Londres ou de Bristol ici à Bordeaux, ça permet de garantir les échanges commerciaux qui sont non seulement dans la traite et l'esclavage des Noirs, mais aussi dans les denrées coloniales, hein, c'est-à-dire le café, tous les produits des colonies qui revenaient en Europe. Donc, on a vraiment, c'est très, très difficile, je crois, de dissocier en Europe les capitaux hein, qui ont servi à cette entreprise. Sur la Nouvelle-Angleterre, je n'ai vraiment pas d'éléments précis à vous apporter, mais je pense que ce serait quelque chose de tout à fait logique et cohérent que ces capitalistes-là, à un moment donné, aient fait des affaires en amont et en aval. En amont, pour armer des bateaux, donc les capitaux venaient de partout. En aval, pour écouler les marchandises qui revenaient d'Amérique. C'était forcément des activités reliées partout en Europe.
Moi, j'ai une question, Carfa. Merci beaucoup pour ta présentation. Au niveau calendrier, on sait qu'aux États-Unis, l'abolition de l'esclavage, c'est 1865, c'est ça, Lincoln. Et en France, il y a eu plusieurs époques, je crois, d'abolition d'esclavage. Tu pourrais revoir sur le calendrier français? Oui, oui, tout à fait. Et les abolitions ont été très tardives. Les États-Unis, effectivement, comme tu l'as dit, c'est 1865, à la fin de la guerre de sécession. En France, ça va être un processus abolitionniste qui va commencer à l'époque de la Révolution française. Ce processus est un processus également indissociable, voire même provoqué par les résistances des esclaves et surtout par une révolution extrêmement essentielle dans notre histoire mondiale, mais qui est très peu enseignée et connue, c'est la révolution d'Haïti, hein, qui commence le 23 août 1791. Cette révolution est vraiment importante. Et encore une fois, dans notre monde où l'idéologie européenne glorificatrice, autoglorificatrice est une idéologie qui s'impose à tous, on a beaucoup de mal à faire justice à la révolution haïtienne qui commence en 1791. Parce qu'en réalité, au XVIIIe siècle, la seule révolution du XVIIIe siècle qui libère les esclaves, c'est la révolution haïtienne. Ni la révolution américaine en 1776, où il y en a les États-Unis qui s'affranchissent de la couronne britannique, ni la révolution française de 1789 n'ont aboli l'esclavage. La France, le peuple français s'émancipe de la monarchie, mais les Noirs restent esclaves. Aux États-Unis, les Anglais sont chassés donc, de la colonie, mais l'esclavage continue. Et la révolution haïtienne va être vraiment importante. Elle commence le 23 août 1791, et vraiment, c'est une révolution qui va avoir une influence directe, hein, sur l'universalisation des droits humains. Puisque cette révolution commence le 23 août 1791, elle est menée par un homme que tout le monde devrait connaître, et notamment tous les enfants du monde devraient connaître, Toussaint Louverture, qui mène cette révolution, qui la commence. Cette révolution, d'abord, va avoir une influence, par la suite d'ailleurs, on le verra sur les révolutions en Amérique latine, puisque Simon Bolivar, dans son entreprise de libération, va être soutenu, armé par les Haïtiens, mais ça, ce sera plus tard. Mais sur la Révolution française et l'abolition française, elle va avoir une influence directe, puisque les Haïtiens qui prennent le contrôle de l'île, hein, il faut savoir que Haïti, donc ancienne Saint-Domingue, c'était la colonie la plus riche d'Amérique, c'était la perle des Antilles, il y avait 400 000 esclaves à Haïti, 30 000 colons. Et lorsque ces esclaves prennent possession de l'île, ils sont majoritaires, ils s'imposent à la France. Napoléon Bonaparte est obligé de faire de Toussaint Louverture en général. Et non seulement ils s'imposent, mais ils envoient à la Convention en France des députés, dont un ancien esclave qui s'appelle Jean-Baptiste Bellé, qui est un ancien esclave qui est né au Sénégal, à l'île de Gorée au Sénégal. Et ce sont ces députés-là, ils sont 3, qui arrivent à Paris, donc le 4 février 1794. Et c'est la date de la première abolition de la traite des Noirs et de l'esclavage par la France. Et ça, c'est une abolition vraiment révolutionnaire. Il faut savoir qu'à l'époque, la France était le seul pays à avoir aboli la traite et l'esclavage. La Convention se réunit et dit qu'il faut abolir la traite et l'esclavage des Noirs. Un texte s'est pris. Seulement, ce texte ne sera pas respecté ni appliqué. Pourquoi? Parce que les milliers d'affaires de Bordeaux, de La Rochelle, de Nantes, ils sont aidés par la femme de Napoléon Bonaparte, hein, qui était Joséphine de Beauharnais. Sa femme, elle est créole. Quand on dit créole, c'est-à-dire qu'elle est blanche, mais née dans les Antilles. Et tous ces intérêts économiques, parce que c'était des intérêts économiques extrêmement importants, vont faire pression sur Bonaparte quand il reviendra en 1802, et ce qui fait que Bonaparte rétablira l'esclavage en 1802. Voilà. Et il faudra attendre 1848, le 27 avril 1848, pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Mais comment se passe l'abolition? C'est en ça aussi
que les Européens, d'une manière générale, et les Français en particulier, n'ont pas su être justes. Puisque, par exemple, Haïti commence sa révolution donc, en 1791 et parachève sa révolution le 1er janvier 1804. Le 1er janvier 1804, Haïti devient la première république noire, on va dire. Et c'est d'ailleurs la première république issue d'une révolte d'esclaves. Mais qu'exige la France à Haïti? La France exige qu'Haïti paye le prix de sa liberté. La France a exigé et obtenu qu'Haïti indemnise les esclavagistes. Ce qu'Haïti a fait entièrement. Jusqu'au début du XXe siècle, Haïti payait les intérêts de cette dette de liberté que la France lui a exigée. Pourquoi Haïti était obligé de payer? Parce que sinon, c'était le blocus. C'est une île qui était très riche, mais si, quelles que soient les richesses de son sol, si elle ne peut pas exporter, ben, elle meurt. Donc, Haïti a payé intégralement à la France 90 millions or. Par la suite, lorsque la France, elle, abolit l'esclavage sur ses colonies, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, par exemple, le 27 avril 1848, c'est un décret qui est pris par un député de l'époque qui s'appelait Victor Schœlcher. Là aussi, la France indemnise les esclavagistes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la France vote un texte en disant l'esclavage est aboli, mais par contre, on sort les esclaves des plantations, on leur dit vous êtes libres, mais on leur donne aucun moyen de leur liberté. C'est même l'inverse. On indemnise les esclavagistes parce qu'ils ont perdu un bien du fait de l'abolition. Et on les a indemnisés intégralement. Et ça, on a des traces de ça, hein, puisque ce sont des choses historiques prouvées. Et ça a créé des inégalités qui existent encore aujourd'hui. Vous allez en Guadeloupe et en Martinique, et vous savez que vous êtes dans des terres coloniales, puisque les descendants des esclavagistes, qu'on appelle aujourd'hui les béquets, ils possèdent l'essentiel de l'activité économique de ces départements d'outre-mer. Ils sont 2000 ou 3000, ils possèdent tout. Donc, en fait, la fin de l'esclavage ne signifie pas l'égalité, puisque quelqu'un comme Michel Zecler peut être totalement et violemment privé de ses droits, juste sur la couleur de sa peau. Puisqu'on peut avoir impunément dans les villes de France des rues qui honorent des gens qui sont des criminels et que tout le monde le sait. Sur d'autres crimes du passé, on a pu être beaucoup plus volontariste et beaucoup plus répressif sur d'autres crimes du passé. Après la collaboration, après la Seconde Guerre mondiale, tous les Français, par exemple, qui ont collaboré avec les nazis, beaucoup d'entre eux ont vu les rues ou les honneurs qui ont été attribués, on a vu qu'on leur avait retiré ça. Donc, en France, on a encore un travail, une inégalité qui existe, hein, sur laquelle il faut se battre, hein, et voilà. Merci. Ben, moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre. Et beaucoup à faire. Mais je vous remercie, hein, CARFA, encore une fois, c'était une très belle conférence. Et ce que j'apprécie particulièrement dans votre démarche et dans la démarche de mémoire et partage, qui est difficile pour moi personnellement aussi, parce que, bah, comme vous voyez, je suis blanche, et parler du racisme avec des jeunes, c'est pas toujours évident. On a toujours peur, on s'auto-censure, je crois aussi, on a peur de ne pas utiliser le bon mot, le bon. Voilà. Et ce que j'apprécie donc beaucoup, c'est votre façon de mettre en avant la grosse question de dire, il faut dire le trauma, il faut dire le traumatisme. Une fois qu'on aura dit, voilà, on pourra avancer, on pourra faire évoluer les choses. Et je crois que c'est important comme message, bon, pédagogique évidemment, mais aussi pour tout un chacun de se dire, ben, je peux faire quelque chose. Voilà, à ma petite échelle, je peux dire les choses et je peux, voilà, je peux avoir de l'empathie pour le vécu d'autrui, je crois. Et ça, je crois que c'est important dans votre message.
enfin, moi, c'est ce que je retiens surtout. Bien sûr, le côté historique me passionne, mais voilà, c'est ce côté humain qui me touche particulièrement dans votre travail et que, voilà, que je soutiens. Oui, je pense vraiment que le côté historique est important, bien évidemment, parce qu'il faut quand même pouvoir prouver les choses. Il faut des faits matériels et on a besoin de ça. Mais profondément, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas si on n'est pas capable de s'identifier. Profondément, en fait, pour moi, c'est la question de l'identification. À quel moment est-ce qu'on est capable de s'identifier, de faire de toute l'humanité possible, de la faire nôtre, en fait. À quel moment? Dans ses beaux comme dans ses plus mauvais moments, dans le meilleur comme dans le pire. Comment est-ce qu'on peut être à la fois, se revendiquer à la fois bourreau et victime? Parce que nous sommes, c'est une histoire humaine. Et ça, cette difficulté-là, c'est vrai, hein, pour les Noirs, c'est très compliqué. Et j'avoue que moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le sujet. Voilà, il m'arrive des fois où je me dis, mais comment est-ce possible que sur cette histoire-là, on ne réussisse toujours pas à ce que chacun puisse se dire, cet esclave-là, c'était moi. Cette femme, c'était moi. Cet enfant, c'était moi. Cet homme, c'était moi. C'est moi qui était transporté dans la cale de ce bateau pendant 5 semaines. Dans le noir le plus absolu, c'est moi qui ai été fouetté. C'est moi qui ai été victime, mais c'est moi aussi qui me suis dressé. Toussaint Louverture, c'est moi. Solitude, c'est moi. C'est cette identification qui est difficile encore, c'est vrai, pour cette histoire particulière, parce que pour beaucoup, elle s'est déroulée loin d'ici. Voilà. Et petit à petit, on se rend compte que non, elle est encore là. Parce qu'en réalité, il n'était pas prévu dans le projet colonial que les colonisés soient ici. Il n'était pas prévu. On devait les exploiter là-bas et c'était tout. Sauf que nous avons créé des choses qui nous ont échappé. Et donc, forcément, ils sont là. Et quand ils sont là, ben, bien sûr, ils vont vouloir être comme tout le monde. Ils vont vouloir se fondre dans la masse. En réalité, je pense que nous tous, ce que nous voulons, c'est nous fondre dans la masse. C'est-à-dire que notre histoire soit tellement appropriée par tous qu'on n'ait plus peur. Moi, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants. Et les 2 derniers, je les ai eus avec une femme noire. Ils ont 10 ans et 4 ans. Eh bien, je peux vous dire que j'ai maintenant de plus en plus peur pour mes enfants noirs que j'ai, dont la couleur de peau est quand même très évidente par rapport aux 2 autres qui sont plus grands, hein, qui sont des enfants, on va dire, métis, hein, voilà, qui peuvent même passer inaperçus. Voilà. Par contre, les 2 derniers, j'avoue hein, que je vais être obligé, alors qu'avec les 2 premiers, jamais, je ne les prévenais. Bon, ils savent ce que je fais. Mais avec les 2 derniers, je pense que je vais, et je l'ai déjà commencé avec celui qui a 10 ans, le sensibiliser. Voilà. C'est-à-dire, je vais lui ôter une partie de son innocence en le prévenant de ça. Et nous sommes nombreux à être dans ce cas-là. Et c'est cette identification qui est difficile. Bon, on avance, hein, la société française, elle avance, il y a des choses importantes qui sont posées, mais c'est vrai que quelquefois, on a une sorte de retour en arrière, comme avec ce qui s'est passé avec ce producteur de musique, qui peut être inquiétant. Mais tant qu'on a la possibilité, avec les moyens aujourd'hui que nous avons, de dialoguer, de communiquer, de travailler sur cette question, et puis de la tenir à distance aussi, hein, parce que ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi être en mesure de la tenir à distance. Et pour moi, le travail pédagogique, justement, c'est de montrer la dimension globale du phénomène. Parce qu'en fait, moins on a cette dimension globale, et plus on se sent stigmatisé et on stigmatise, en fait. Voilà. Alors que plus on a une dimension globale, plus on n'est plus dans ce rapport à penser qu'on est soi-même bourreau ou soi-même victime, hein, de ça. Voilà. Et cette mise à distance, elle est importante. Et c'est vrai que ça passe par l'histoire. Il faut rappeler les faits, il faut montrer leur complexité, mais il faut être intransigeant sur le respect de la dignité humaine. Vraiment, quand vous allez dans ce quartier à Biarritz, ce quartier La Négresse,
Moi, avant, j'étais loin de m'imaginer l'ampleur de cette histoire-là, mais vous avez donc le quartier qui s'appelle comme ça, et puis vous avez au moins 10 établissements qui affichent ce nom, hein, des pharmacies, voilà. Et puis vous avez des représentations caricaturales, hein, sur l'espace public, hein, qui sont montrées à tout le monde. Et je me dis, mais si les gens pouvaient s'identifier, c'est-à-dire s'ils pouvaient se dire que cette femme-là, c'est peut-être leur mère, c'est leur fille ou leur femme, hein, ou leur sœur, peut-être, voilà. Mais non, en fait, c'est quelqu'un qui nous est étranger, pour beaucoup. Hein, voilà. Et ça, c'est le travail à faire pour que chacun puisse, qu'on puisse revendiquer les choses, et les revendiquer pour pouvoir les combattre. Mais tant que nous ne les revendiquons pas comme étant nos propres histoires humaines, nous les combattrons difficilement ou à reculons. Et c'est ce qui s'est passé avec le vote, la décision d'enlever le mot race de la Constitution française en 2013 par Hollande. J'ai une autre question, Carfa, s'il te plaît. Au niveau mémorial et autres, en France, sur les 4 grands ports négriers, il n'y a qu'à Nantes pour l'instant où il y a un mémorial à l'esclavagisme. À Oui. Bordeaux et La Rochelle, ou Le Havre, il n'est pas question de faire quelque chose à ce niveau-là? Alors absolument. Alors sur la question, sur les questions mémorielles et sur la reconnaissance en termes d'institutions et de lieux, le seul lieu spécifique consacré à la mémoire de l'esclavage, c'est le mémorial pour l'abolition de l'esclavage à Nantes, qui est sur les quais de la Loire. C'est un investissement public très important qui a été fait par la ville de Nantes, d'ailleurs sur ses fonds propres, et sous la direction de Jean-Marc Ayrault, hein, l'ancien Premier ministre, qui aujourd'hui dirige la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Moi, je suis membre du conseil d'orientation de cette fondation qui existe et qui va impulser la politique mémorielle en France d'une manière générale. Dans les autres villes, au fur et à mesure du travail des associations, de la prise de conscience politique, les villes, les mairies ont aménagé dans les musées, hein, de région, les musées d'histoire régionale, on a aménagé des espaces muséographiques qui racontent l'histoire de l'esclavage, de la traite des Noirs et du combat pour la liberté. À Bordeaux, il y a le musée d'Aquitaine. À La Rochelle, il y a le musée du Nouveau Monde qui existe aussi, dont les salles consacrées à l'esclavage ont pris de l'importance au fil des années. Au Havre, c'est plus compliqué, puisque au Havre, c'est même un peu choquant, puisque en fait, au Havre, le seul lieu qui évoque la mémoire de l'esclavage et de la traite des Noirs, c'est le musée de l'armateur. Hein, le musée de l'armateur. Et ça nous a toujours choqués parce qu'on taquinait un peu en disant que c'est un peu comme si on racontait l'histoire de la Shoah dans la maison d'un nazi. Voilà. En fait, le musée de l'armateur, c'est un musée qui vante le bon goût, l'art de la décoration des armateurs. Voilà. Bon, ça fait quand même un peu, voilà. Donc, on leur a dit, mais quand même, quoi. Donc, bon, je pense qu'il va y avoir une évolution au Havre, forcément, parce que notre association s'est installée cet été au Havre et qu'il y a une évolution qui fait qu'ils vont aller de l'avant. Nous, on a un projet sur lequel on travaille, hein, parce que nous, on voudrait aller au-delà de la vision muséographique, puisqu'en fait, le musée, c'est quelque chose d'ossifié, ça fige, alors que nous voulons avoir quelque chose de plus dynamique sur ces questions-là, relié à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons un projet d'une maison, une maison contre les esclavages. On voudrait avoir une maison contre les esclavages. On a un projet sur lequel on travaille, qu'on va annoncer l'année prochaine. On y travaille depuis quelques années, mais à la faveur du changement politique à Bordeaux, puisqu'à Bordeaux, maintenant, on a un changement politique important. Donc, on a quand même quelques chances à pouvoir construire à Bordeaux, sur la rive droite de Bordeaux, une maison, un lieu, véritablement, sur les esclavages. Hein. On n'a pas voulu que ce soit une maison contre l'esclavage, parce que souvent, quand on parle de l'esclavage au singulier, on ne parle que d'esclavage occidental. Nous, on veut une maison contre les esclavages, parce que ça permet de parler de tous les esclavages du passé, mais aussi des esclavages d'aujourd'hui. Et les esclavages d'aujourd'hui, ce sont les jeunes migrants qui arrivent, ce sont les racismes. Le racisme est une forme d'esclavage dans lequel on tient déjà. Donc, pouvoir avoir un espace comme ça à Bordeaux, avec des professionnels, des historiens, des sociologues, mais aussi des thérapeutes qui puissent, parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui encore, et moi j'en rencontre depuis très longtemps,
vivent vraiment dans leur chair hein, cette histoire-là, parce qu'elle ne leur a pas été transmise comme il faut, parce qu'ils n'ont pas les clés pour comprendre. Donc, on travaille aujourd'hui autour de ce projet d'une maison contre l'esclavage qu'on va relancer l'année prochaine pour essayer de convaincre les autorités politiques à nous suivre et puis pourquoi pas de le faire financer aussi par des mécènes et par le privé. Mais ça, c'est un projet qu'on veut porter vraiment et sur lequel on travaille et que la maison, donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, voilà, soutient également pour les années à venir. Super. Merci beaucoup, Carfa, encore une fois. J'espère que on garde le contact, bien évidemment. Oui, et puis, dès que oui, nous avons des étudiants dans nos programmes en France, oui. on revient vous voir. Avec plaisir. Avec Voilà, plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Ça m'a fait du bien aussi, vraiment, parce que je sors, c'est vrai, de cette épreuve de procès hein, qui la semaine dernière, même si j'ai été soutenu, parce que les amis étaient là, me replonger dans l'échange, le dialogue totalement désintéressé, tel que celui-ci, voilà, est quelque chose qui m'a fait du bien. C'est pour ça que, même si j'ai tardé à répondre à Jeanne, je voulais absolument le faire. J'espère que je vous ai apporté des éléments de réflexion. En tout cas, voilà, je suis à votre disposition au niveau de l'association. Si vous avez besoin de compléments d'informations, vous pourrez trouver notre adresse mail sur le site mémoireetpartage.com, nous envoyer des mails. Voilà, on pourra vous donner une bibliographie hein, pour Anne-Christine peut-être plus complète que ce que j'ai pu faire. Je vais me renseigner sur, parce que Bill m'a posé une question un peu, je n'ai pas pu répondre sur la Nouvelle-Angleterre. J'avoue que j'étais un peu fatigué là, mais voilà. Donc, on peut garder le contact. En tout cas, je suis sûr qu'avec Anne-Sophie et avec Jeanne, bon, le contact est établi depuis maintenant quelques temps et on va continuer. Pas de souci. Très bonne fête de fin d'année à vous aussi. Profitez, oui. Prenez soin de vous et de vos proches. Les temps sont difficiles. Voilà, revoyons-nous. Merci bien, bonne fête à vous. Bye bye. Merci, Ciao. bonne fête. Merci, Carfa. Au revoir, Carfa. Merci à tous. Au revoir. Salut, Gabi. Ciao. Ciao. Merci beaucoup, Carfa. Merci. Bye bye. Bye.